Bonjour et bienvenue dans Kino Solo. S'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. En direct de Los Angeles, je suis votre hôte Jean Weber. Et aujourd'hui, Warriors come out to play. Et oui, vous l'aviez deviné, le gendarme de Saint-Tropez. Non, je déconne. Les Guerriers de la Nuit, bien sûr, 1979, réalisé par le grand Walter Hill, dont nous avons parlé récemment avec mon camarade, mon cinébuddy extraordinaire, que je salue au passage, Philippe Sedbon. Nous avions parlé effectivement en sa compagnie du premier film réalisé par Walter Hill, du nom de Hard Times, le bagarreur avec Charles Bronson. Et bien cette fois-ci, c'est quelques années plus tard, exactement 5 ans plus tard, il revient avec un film de gang, un film de jeunes, un film de nuit, un film de rue. D'une certaine manière, on peut dire que c'est Orange Mécanique, revisité version western urbain, comme tous les films de Walter Hill à partir de là, d'une certaine manière aussi, et même depuis le début de sa carrière, avec un petit parfum de Snake Plissken pour, on va le voir, la musique électronique, mais aussi ces ambiances nocturnes pré-mère Giuliani dans ce New York infernal qui ressemble à un des cercles de l'enfer de Dante et qui est beau et qui n'existe plus que dans les rêves, que dans les cauchemars de ces films des années 70 et surtout début des années 80. Donc, à ce propos, Walter Hill, un très très grand metteur en scène, écrit le scénario, il vient lui-même du scénario, il a fait, comme on l'avait vu, Guet-apens pour Sam Peckinpah. Le cinéma de Walter Hill est une espèce de Sam Peckinpah 2.0. Alors il a fait des grands films comme 48 heures, Southern Comfort, même d'autres très grands films comme Le Gang des frères James et surtout certains films qui sont un peu moins aimés comme Red Heat, Double détente en français, le film avec Schwarzenegger et Jim Belushi, le frère de John, et également Johnny Handsome, je crois que ça s'appelait, avec l'exceptionnel Mickey Rourke à l'époque, qui se faisait défigurer un peu à la manière d'un Marlon Brando dans ses films à lui. Et malheureusement, on verrait que la vie imiterait la fiction. D'une certaine manière, méta, comme certains acteurs qui ont des rôles tout d'un coup qui rejoignent un peu leur personnalité, malheureusement, tragique dans la vie. Donc, tout ça pour revenir à ce film étonnant, un film d'une très grande simplicité, donc un scénariste qui vise toujours au western, au haïku, comme on l'a vu, à une simplicité quasi biblique, mythologique pour ces warriors qui traversent New York la nuit, donc du Bronx à Coney Island. Ils sont accusés à tort d'avoir tué le chef de tous les gangs, une espèce de personnage charismatique et du nom de Cyrus. Can you dig it? Cyrus, donc, qui est assassiné par l'horrible Luther, qui est ce petit bonhomme qui surgit tel Richard III et fait l'impro des vers, comme je vous ai montré là, avec le fameux Warriors Come Out to Play. Ça, c'est un truc qu'il a improvisé donc sur le plateau et il amène une dimension jokeresque. Et oui, buvez un peu d'alcool ou ce que vous avez sous la main selon l'heure de la journée à chaque fois que le show fait une référence à Batman. Je salue mon camarade sur Twitter qui le faisait remarquer récemment. Donc cette histoire est extraordinairement simple, un petit peu comme le Fury Road, l'extraordinaire Fury Road du non moins extraordinaire George Miller, qui partait d'un point A pour aller à un point B pour revenir au point A. Cette fois-ci, c'est simplement une traversée à la manière d'un jeu vidéo, à la manière, je le disais, d'un film ou d'une partition musicale d'un John Carpenter. Tout d'un coup, c'est une très très grande pureté narrative et on suit ces warriors. Alors, au départ, il y a un livre qui date de 1965, quelques années auparavant, qui est écrit par un monsieur du nom de Saul Yurik, et il écrit ce livre un petit peu comme une réponse, lui, à West Side Story. Il était moins emballé donc par effectivement les claquements de doigts et ces gangs de toilettes qui se mettaient à danser et à chanter dans les rues de New York. C'était déjà quand même pas mal pour l'époque où effectivement les comédies musicales étaient très 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 propres et très aseptisées. Tout d'un coup, on avait une proposition d'un Roméo et Juliette
matinée de violence urbaine de Blackboard Jungle. Effectivement, donc les Warriors s'inscrivent dans cette tradition de films de jeunes, l'équipée sauvage avec Marlon Brando, ou bien sûr les films de James Dean, ou encore tous ces films, comme je disais, Orange Mécanique, ou Easy Rider, qui nous montre une espèce de mode alternatif de vie et de réponse aux mensonges du gouvernement, des films qui sont profondément donc anti-establishment, contre-culture. Et avec ce film, Walter Hill pense qu'il va pouvoir tout d'un coup toucher un segment de la population qu'il n'avait pas pu avoir jusqu'à présent et parler tout d'un coup aux jeunes. Et il a raison, puisque le film est une espèce de mini-scandale à l'époque. On voit que la VHS, et le début de la VHS, se vend quasiment sous le manteau. Et c'est un film qui a une réputation sulfureuse, une réputation dangereuse également dans les salles où il est retiré des écrans à la manière d'un Orange Mécanique également malheureusement prémonitoire. On voit que les gangs s'affrontent dans les cinémas et que certains distributeurs n'osent pas montrer le film de peur d'avoir effectivement des meurtres comme on peut le voir dans le New Jersey et tout d'un coup des cinémas qui s'enflamment parce que les membres de gangs rivaux se reconnaissent dans les salles de cinéma et se mettent tout d'un coup à se taper les uns sur les autres. Donc ça fait très très peur et même Walter Hill ne pensait pas avoir un film qui touche à ce point-là le pouls de cette Amérique volatile au sortir de la guerre du Vietnam et à la manière d'un Kubrick qui est un petit peu dépassé par l'événement, un événement qui continuera à perdurer des années plus tard, comme il l'a duré lui-même, un film qui continuerait effectivement à parler aux gens et aux nouvelles générations, même si le film a pris quand même un petit coup de vieux maintenant, parce que il a beau être une réponse à West Side Story, il a quand même aussi un côté un peu ridicule avec des gangs qui, comme les héros, ont des espèces de petits gilets sans manches, donc ils sont quand même assez propres, on va dire, par rapport aux gangs qu'il en est par la suite. Ou même Mad Max, on est plus proche quand même de Saturday Night Fever, qui était d'ailleurs une espèce de modèle aussi à l'époque, bien qu'on ait quelques gangs, comme en particulier les Baseball Furies, qui sont extraordinaires, qui sont ces gangs habillés en baseballeurs et qui rappellent justement les Droogs. Orange Mécanique bientôt dans Kinopod avec mes kinés, mes kinésithérapeutes, ciné-buddies extraordinaires, Laurent Vachaud, Philippe Sedbon et Jeff Domenech. Mais pour l'heure, effectivement, donc, dans ce New York, on a des gangs qui sont tout à fait étonnants. On a des gangs latinos, on a un gang de femmes qui s'appelle les Lizzies. Il y a un gang homosexuel qui a été coupé, comme il l'a dit lui-même Walter Hill, au montage. Et son film reste une fois de plus un film d'homme, même si la magnifique Deborah von Valkenburg est superbe. Le film est quand même une espèce de parabole sur Xénophon, sur Anabrasis et sur ces guerriers qui tout à coup affrontent et sont en sous-nombre face à une horde d'adversaires qui veulent tous leur mort. Donc ce sont des guerriers romains, excusez-moi, Romain Lenhoff bien sûr. Donc dans l'extraordinaire carrière de Walter Hill, j'ai pu voir avec joie qu'il continuait encore aujourd'hui à faire des films, puisqu'en 2022, il en a fait un dernier qui s'appelle Dead for a Dollar, mort pour $1, avec Christophe Waltz et Willem Dafoe. Donc il a fait donc, ce western, il a toujours fait des westerns, et c'est vraiment sa marque de fabrique. Et Kinopod et Kinosolo lui souhaitent une longue vie et une longue carrière, il le mérite. Il était également producteur d'Alien avec Lawrence Larry Gordon et il a contribué à changer d'une certaine manière le visage du cinéma d'action et même du jeu vidéo, comme je le disais, puisqu'il y a eu en particulier un grand jeu vidéo tiré de The Warriors, fait par Rockstar eux-mêmes, la boîte de jeux qui avait fait et qui font, je ne sais pas s'ils sont toujours dedans, mais en tout cas qui avait fait les grands GTA, eh bien avait fait une déclinaison de Warriors qui respectait parfaitement le parfum 70s du film d'origine. Donc je vous recommande le jeu qui était sur une ancienne console, aujourd'hui révolue, mais c'est intéressant de voir que ce film se passe sur 48 km
et qu'il est effectivement, comme je disais, dans la veine finalement des films de George Miller ou des films dystopiques de John Carpenter, autant que des comédies musicales comme Phantom of the Paradise ou Tommy, avec une magnifique bande-son d'ailleurs de Barry de Vorzon, qui est un des premiers à avoir utilisé le synthétiseur. Et je me rappelle d'avoir déjà la bande-son à l'époque, qui était extraordinaire, et à la manière de Carpenter, ou de Wendy Carlos, ou Walter, devenu Wendy Carlos, le musicien de Stanley Kubrick. Ce sont des musiciens qui étaient des pionniers de la musique électronique, des synthétiseurs, du Moog, et qui changent ainsi la façon dont on regarde et dont on écoute et dont on perçoit les films. Donc à tous ces innovateurs, Kino Solo lève son verre, et en particulier effectivement Meilleur est le méchant, meilleur est le film, comme dit Hitchcock, comme dit toujours Kino Solo ou Kinopod, David Patrick Kelly, Luther, qui est terrifiant, qui est tenu par Schwarzenegger dans Commando par sa cheville, et Schwarzenegger le lâche et dit, en Californie d'ailleurs, lui dit I lied. Quand Luther lui dit, mais tu avais dit que tu me tuerais en dernier. Et Schwarzenegger lui dit, j'ai menti. Et il le lâche dans le vide, dans les canyons. On voit Michael Beck, qui fait le chef des Warriors, qui est bien, qui a du charme. C'est plutôt un rôle un peu plus taiseux, un peu plus silencieux, donc c'est difficile de juger. James Remar, qui finalement avec David Patrick Kelly, est un de ceux qui fait une des plus belles carrières des Warriors. James Remar, qu'on a vu dans le rôle du papa de Dexter, qui s'était fait virer malheureusement pour lui surtout, de Aliens, où il avait le rôle de Michael Biehn. Je crois que c'était Aliens, ou je sais plus si c'était ou le Terminator, enfin c'était un des rôles de Michael Biehn, parce qu'à l'époque, le pauvre James Remar avait des grands problèmes de drogue et d'alcool, et avait été remplacé donc par Michael Biehn. On verra également que Robert Patrick, l'excellent acteur du T-1000, aurait également des problèmes avec les substances illégales. Donc effectivement, le Terminator, une franchise tout aussi maudite que Poltergeist ou L'Exorciste. Mais donc ce film est extraordinaire, il marque une époque, il reste le film d'une génération, et même si aujourd'hui il est peut-être un petit peu tombé dans l'oubli, Walter Hill lui-même dit que chaque année il est surpris de vous les voir ressurgir, parce qu'effectivement, à l'époque, ce qui pouvait passer pour un film dangereux, comme je le disais, un film qui faisait peur aux anciennes générations, eh bien aujourd'hui on le voit presque comme un épisode de Satanas et Diabolo, où ils sont habillés de façon excentrique, presque comme dans un film de Schumacher, mais toujours avec ce côté edgy qu'on n'a plus aujourd'hui dans les films, et qui fait que, par exemple, un acteur comme Thomas J. Waits, qui fait un des jeunes Warriors, a été viré du film, et il s'est très très mal entendu avec Walter Hill. L'histoire, on ne le dira jamais pourquoi, il est mort, je crois, et Walter Hill avait l'air très très triste en interview, mais en tous les cas, à l'époque du film, il avait fait disparaître toute trace de l'acteur, et avait demandé même au chef des cascadeurs, vas-y, tue-le très très vite. Et c'est celui qui se fait jeter sous les rails du train, spoiler alert, par la police locale. Le film a un côté également cruising, dans cet univers nocturne, infernal, friedkinesque, à la French Connection, et montre également magnifiquement le métro à la manière de Friedkin. Auparavant, donc pour toutes ces raisons, c'est un film qui est devenu un classique, qui était un classique instantané à l'époque, et qu'on peut voir et revoir et redécouvrir, comme le disait mon camarade Philippe Sedbon, avec des yeux différents à chaque fois et des interprétations différentes à chaque fois, comme tous les grands films. Donc, Abracadapod, Kinopop et Kino Solo, vous le recommande aujourd'hui. Dans les trivia qui ont amusé Kino Solo, il était question au départ d'avoir une voix off d'Orson Welles, mais ça coûtait trop cher, et c'est beaucoup mieux parce que ça donne au film son côté grindhouse, son côté plus immédiat. Et si on avait eu tout d'un coup la voix d'Orson Welles derrière, le champagne, Henri Masson, eh ben, ça aurait été beaucoup moins bien, parce que ça n'aurait plus eu du tout ce côté Taxi Driver, ce côté premier film de Palma, shout-out à Laurent Vachaud, et à tous mes cinébodies que nous retrouvons ensemble dans quelques jours, bien sûr, pour un Kinopod surprise. En attendant, bien sûr, comme d'habitude également, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower, de vous abonner partout où vous écoutez et où vous regardez le podcast. Un pouce
et une souscription sur la chaîne Abracadapote sur YouTube. Et rendez-vous très vite, pardon, pour une surprise comme je le disais.